Bonjour à tous. Donc, ça me fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui les, les faits saillants et les résultats du PICRA pour 2023. Désolée. Donc, cette année, on a un nouveau format. Donc, on a la présentation globale et des résultats intégrés, celle que je vous présente aujourd'hui. Mais on a aussi des présentations pour les différentes composantes. Donc, si vous voulez plus d'informations, des informations plus détaillées sur les différentes composantes, donc je vous invite à aller voir ces présentations-là qui sont sur le site du CAS. Donc, ces présentations-là sont disponibles en français et en anglais. Vous allez retrouver également toutes les coordonnées pour les personnes de contact pour les différentes composantes. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous voulez des résultats supplémentaires. Donc aujourd'hui, je vais passer parmi les résultats des faits saillants. Donc, par la suite, je vais passer aux résultats intégrés. Je vais glisser un mot également sur nos données interactives que nous avons aussi. Donc, juste pour vous rappeler, le PICRA est dirigé par l'Agence santé publique du Canada, mais aussi en collaboration avec plusieurs ministères fédéraux, des intervenants externes. Vous voyez ici donc, le schéma du PICRA. Donc, on voit la surveillance au niveau de la résistance aux antimicrobiens ainsi qu'au niveau de l'utilisation des antimicrobiens. Donc, on fait une surveillance passive et active au niveau de différentes composantes animales et humaines. Donc ça, je vais passer rapidement. Je pense que vous êtes très bien au courant de cette catégorisation-là des antimicrobiens de Santé Canada. Donc, juste pour vous mentionner qu'on va utiliser cette catégorisation-là durant la présentation. Donc, catégorie 1, des antibiotiques de très haute importance en médecine humaine jusqu'à la catégorie 4, qui est des antibiotiques de faible importance au niveau de la médecine humaine. Donc, on commence au niveau des résultats des ventes d'antimicrobiens. Donc, ici, on vous présente les résultats pour tous les animaux, donc en vente là, depuis les ventes depuis 2018. Donc, ce qu'on observe, c'est une diminution de 14 depuis 2018 des ventes d'antimicrobiens. Et on a une diminution de 3 depuis 2022. Si on regarde au niveau des différentes valeurs, on voit que c'est quand même assez stable depuis 2019, là, peu importe la valeur qu'on utilise là, pour la quantification des ventes et l'utilisation des antimicrobiens. Donc, si on regarde au niveau de la catégorisation des antibiotiques qui sont vendus, donc la majorité des antibiotiques sont étaient de catégorie 2 et 3, donc ici en vert et en jaune. On avait de moins de 1 des antibiotiques vendus qui étaient de catégorie 1, donc ici la ligne en rouge à la base du graphique. Donc, malgré que les ventes étaient très faibles, donc on a observé malgré tout une augmentation de 6 depuis 2022 des ventes des antimicrobiens de catégorie 1. Et on a augmenté aussi sur le long terme, donc une augmentation des ventes de catégorie 1 depuis 2020. Si on regarde au niveau des différentes classes antibiotiques, donc on voit que, comme à l'habitude, les tétracyclines sont de loin les antibiotiques qui sont les plus vendus. On a par la suite les macrolides ici, les pénicillines et la bacitracine qu'on retrouve dans la catégorie non signalée de manière significative. Pour ce qui est des tétracyclines, donc on avait une petite variation durant les années, mais en majorité, on avait 40 à 60 des ventes de tétracyclines qui étaient destinées aux porcs et 40 à 50 qui étaient destinés aux bovins, principalement pour une utilisation dans l'alimentation. Si on regarde par composante, donc les ventes, ici, c'est des données non ajustées, donc on voit que les porcs, donc le plus de ventes se retrouvaient au niveau des porcs, bovins de boucherie et de la volaille. Si on ajuste ces données-là pour la biomasse, donc les ventes les plus importantes étaient chez les porcs, veaux de boucherie, volailles, bovins de boucherie, aquaculture et chats et chiens. Si on regarde une comparaison avec les ventes au niveau canadien et les ventes au niveau européen, donc on voit, en fait, on voit que les
ventes au niveau Canada, ici, la ligne en rouge, est pas mal plus haute que celle aux États-Unis. Donc, on parle de 3 fois plus de ventes d'antimicrobiens. Les ventes au Canada ont demeuré échangées depuis les dernières années. Toutefois, les ventes au niveau de l'Union européenne ont diminué, ce qui fait que notre classement a perdu un peu de plume. Donc, on est rendu au 4e rang des plus grands utilisateurs d'antimicrobiens. Donc, juste en comparaison, en 2021, on était au 6e rang. Donc, si on regarde les ventes, la distribution des ventes dans les provinces, donc on voit que les ventes les plus importantes étaient en Ontario, au Québec et en Alberta, donc ce qui représente en fait où on retrouve le plus d'animaux. Si on ajuste par la suite au niveau de la biomasse, donc on voit qu'on a une augmentation au Manitoba ici et en Colombie-Britannique. Donc, si on fait une répartition des ventes d'antimicrobiens, donc on avait 70 des antibiotiques qui étaient destinés aux animaux de production, 19 chez l'humain, 2 pour les cultures et moins de 1 pour les chats et chiens. Donc, si on prend en compte qu'il y a à peu près 22 fois plus d'animaux que de personnes au Canada, donc ce qui fait qu'on a à peu près 1,5 fois plus d'antimicrobiens médicaments importants qui sont utilisés chez les animaux que chez les humains. Pardon. Donc, si on regarde au niveau des catégories, si on compare ce qui est vendu pour l'humain et les animaux, donc ici, c'est un tableau, un heat map, donc un code de couleur. Donc, plus le bleu est foncé, plus les ventes sont importantes. Donc, on voit que pour les deux, chez l'humain et chez les animaux, ce n'est pas les mêmes classes qui sont utilisées le plus souvent. Donc, chez l'humain, on retrouve les pénicillines, les céphalosporines de première, deuxième génération et les associations de pénicilline inhibiteurs de bêta-lactamase. Alors que chez les animaux, c'est surtout les tétracyclines, les macrolides et les autres antibiotiques qu'on retrouve ici en bas. Si on se concentre plus précisément sur les antibiotiques des catégories 1, donc on voit effectivement qu'il y a beaucoup plus d'antibiotiques de catégorie 1 qui sont utilisés chez l'humain que chez les animaux. Il y avait très peu de en fait, les carbapenems n'étaient pas utilisés chez les animaux jusqu'en 2023, où on avait très, très peu, donc moins de 0,01 mg par kilogramme de biomasse qui avait été vendu. Si on regarde, c'est une nouveauté cette année, donc la délivrance d'antimicrobiens pour les animaux dans les pharmacies. Donc, on voit qu'il y avait une majorité de catégorie 2 qui étaient vendus. Il y avait une très, très petite quantité de carbapenem qui ont été vendus. Donc, on parle de moins de 0,3 kg annuellement. Et on avait une augmentation de 27 des délivrances des antimicrobiens de catégorie 1 depuis 2015. Donc, on voit bien l'augmentation. Donc, on passe aux résultats d'utilisation des résistances antibiotiques à la ferme abattoir et dans les viandes au détail. Donc, on commence par une vue d'ensemble des antibiotiques par composant, donc les antibiotiques les plus utilisés. Donc, la majorité était les tétracyclines, donc ici en jaune, et les pénicillines en bleu, pour ce qui est des porcs et des bovins. Au niveau des volailles, donc on avait les bacitracines, pénicilline et ostomycine. Tosomycine, désolé, qui étaient les 3 plus importantes chez la volaille. En aquaculture, donc vous avez ici les ventes, les données du rapport des ventes d'antimicrobiens en orange et en vert, et on a aussi les données de pêche et océan. Donc, au niveau des ventes et de l'utilisation, donc on voit que les courbes se superposent bien et que ce soit, peu importe les données qu'on utilise. On voit qu'il y a eu une baisse jusqu'en 2021. On a eu une petite augmentation en 2022, mais on voit qu'il y a une petite baisse en 2023. Toutefois, les données pour les ventes ne sont pas encore disponibles pour 2023, donc ça va être à voir pour la suite. Donc, on commence par les composantes. On commence par les poulets de chair. Donc, ici, c'est
le tableau de surveillance de la résistance. Donc, c'est un nouveau tableau. Je vais prendre le temps de vous expliquer un peu parce que ce tableau-là va revenir pour chaque composante. Donc, vous avez à gauche complètement les bactéries qui étaient à l'étude. Par la suite, vous avez les indicateurs de sensibilité. Vous avez les différentes commodités, donc soit la ferme, à l'abattoir ou au commerce de détail. Donc, vous avez complètement à droite deux pourcentages. Donc, le premier pourcentage, c'est la variation depuis 2019. Et le deuxième pourcentage, c'est le pourcentage qu'on a obtenu en 2023. Donc, les codes de couleur, lorsque vous avez du rouge, c'est un changement qui est défavorable. Donc, on parle d'une variation de plus de 5 mais un niveau négatif. Lorsque c'est orange, c'est un niveau qui reste stable et en vert, c'est un changement favorable, donc de plus de 5 Donc, si on regarde le tableau pour le poulet de chair, donc on voit que pour ce qui est des isolats qui étaient entièrement sensibles, donc la proportion de campylobactères considérablement diminuée au niveau de la ferme. Donc, ici, on parle d'une diminution de 21 d'isolats complètement sensibles. Au niveau de la résistance, non-sensibilité à la ciprofloxacine, donc on avait une augmentation modérée des isolats de salmonelle à la ferme et au détail et de salmonelle à l'abattoir. Pour ce qui est de la détection des campylobactères qui étaient résistantes à la ciprofloxacine, donc le taux est demeuré stable à l'abattoir, mais a légèrement augmenté à la ferme et au détail. Au niveau de la résistance à ceftriaxone, donc on a détecté un faible niveau qui se maintient depuis quelques années. Pour ce qui est des entérococcus, donc on voit quand même une très forte résistance à la pénicilline d'alfopristine, donc par 100% des isolats qui étaient résistants. Toutefois, on n'a pas détecté d'entérococcus résistant à la vancomycine dans nos isolats. Si on regarde au niveau de l'utilisation des antimicrobiens et de la résistance à plus de 3 classes d'antimicrobiens, donc la multirésistance, donc ici, le graphique, là, les barres représentent l'utilisation des antimicrobiens. Donc, catégorie 1 en rouge, en haut complètement, donc plus difficile à voir. En jaune, catégorie 2, vert, catégorie 3 et en gris, les antimicrobiens non catégorisés. Et vous avez les courbes ici qui représentent les pourcentages de résistants, d'isolats résistants à plus de 3 classes, donc pour salmonelle, E. coli et campylobacter. Donc, si on regarde l'utilisation des antimicrobiens, donc en 2023, en 2022 et 2023, l'utilisation est quand même restée stable. On a vu une augmentation d'utilisation de catégorie 3, donc une augmentation de 17 et une diminution des antibiotiques de catégorie 2 et non catégorisés, donc ici en jaune et en gris. Ce qui est des isolats multirésistants, donc on a observé une augmentation d'isolats salmonelle ici en jaune multirésistant, donc une augmentation de 9 par rapport à 2022. Pour ce qui est de E. coli campylobacter, c'est quand même resté stable depuis les dernières années. Si on regarde au niveau de la viande de poulet vendue au détail, donc au niveau de la résistance, pour ce qui est des E. coli, ici en bleu foncé, donc la résistance elle a diminué, mais en fait la multirésistance a diminué de manière constante de 13 puis 2019. Pour ce qui est des salmonelles, c'est la même tendance qu'on a observée à la ferme, donc on a observé une augmentation de la multirésistance, donc ici de 8 Pour ce qui est de campylobacter en bleu pâle ici, donc la résistance est restée faible et stable. Donc, on passe au dindon maintenant. Globalement, la proportion d'antibiotiques entièrement sensibles a augmenté là, pour tous les bactéries à l'étude. Au niveau de la non-résistance ou non-sensibilité à la ciprofloxacine, donc la résistance a diminué depuis 2019 pour Campylobacter, mais on a observé une augmentation quand même importante entre 2022 et 2023, donc on parle de 15 Au niveau de la résistance à la ceftriaxone, on a observé une résistance de 2 chez Salmonella indiana, seulement au niveau de la ferme. Encore une fois, au niveau des entérocoques, on n'a pas détecté d'entérococcus résistant à la vancomycine, mais quand même plus fort pourcentage de résistance à la cunicicline d'alfopristine.
Au niveau de l'utilisation des antimicrobiens, on a observé une augmentation entre 2022 et 2023. On peut voir très clairement ici sur le graphique. L'utilisation des antibiotiques non catégorisés a diminué, mais on a observé une augmentation des antibiotiques de catégorie 2 et 3 ici en jaune et en vert, quand même de façon marquée. On a observé aussi l'utilisation d'antimicrobiens de catégorie 1, mais de façon très limitée. Donc, on parle de moins de 1% d'utilisation totale. Au niveau de la résistance, on a observé une résistance une augmentation de la multirésistance chez E. coli. Donc, ici en mauve, on voit ici en 2022-2023, on voit une petite augmentation ici de 5%. Pour ce qui est de Salmonella, on a eu une diminution des nombres d'isolats qui étaient multirésistants. Et on n'a pas détecté de multirésistance chez Campylobacter en 2023. Si on regarde au niveau de la viande de dindon vendue au détail, donc pour ce qui est de E. coli et salmonelle, donc on a eu une diminution d'isolats multirésistants. Et vous remarquez ici le petit pic qu'on observe en 2021, mais je vous prie de regarder ici en bas, là, donc le très faible nombre d'isolats qu'on a obtenus pour cette année-là. Pour ce qui est de Campylobacter, on n'a pas fait d'isolement dans la viande de dindon. En fait, il y a très peu d'isolats qui ont été détectés en 2020. En fait, 2018-2019, on n'a pas fait de détection et très peu d'isolats ont été détectés depuis 2021. Donc, on n'a pas présenté les données là parce que le nombre d'échantillons était beaucoup trop faible. On passe maintenant aux poules pondeuses. Donc, on a détecté une utilisation de la bacitracine qui était systématique là, pour 2020-2021 jusqu'en 2023. Toutefois, on a remarqué une diminution du nombre de fermes qui déclaraient utiliser la bacitracine. Donc, on passait de 13% à 4% en 2023. On utilisait également l'amprolium et le monazine pour lutter contre la coccidiose. Au niveau de la résistance aux antimicrobiens, donc on a observé une augmentation de la proportion de campylobactères qui étaient résistants à la ciprofloxacine en 2023. Pour ce qui est de E. coli salmonella, qui était non sensible, donc celle-là est demeurée faible. On n'a pas trouvé de E. coli ou salmonelle qui était résistant à la ceftriaxone. Donc, au niveau d'entérocoque, encore une fois, très fort. En fait, 100% des isolés étaient résistants à la cunipicine d'alphaoxytine et on n'a pas détecté d'entérococcus résistant à la vancomycine. On passe maintenant au porc. Donc, la proportion d'isolats sensibles a augmenté pour E. coli et salmonelle et est restée stable dans le cas de Campylobacter. Au niveau de la résistance non-sensibilité à la ciprofloxacine, les proportions d'isolats qui étaient résistants non sensibles pour les 3 bactéries, elle a tranquillement augmenté depuis 2019. Et pour ce qui est de la résistance à la ceftriaxone, la résistance est restée faible et stable depuis les dernières années. Au niveau de l'utilisation des antimicrobiens, donc on a une diminution importante entre 2019 et 2023. Donc, on parle d'une diminution de 40% d'utilisation des antimicrobiens et une diminution de 4% entre 2022 et 2023. La majorité des antibiotiques qui étaient utilisés étaient de catégorie 2, donc ici en jaune. On notait aussi de petites quantités d'antimicrobiens de catégorie 1 qui étaient utilisés par injection. Au niveau de la multirésistance, donc la résistance pour salmonelle a diminué et Campylobacter également et restait stable pour E. coli. Si on regarde dans la viande de porc vendue au détail, donc pour ce qui est des E. coli, on voit que la multirésistance est quand même restée stable à travers les années. Vous voyez que depuis 2020, le nombre d'isolats ici est très faible, donc il faut faire attention avec les comparaisons avec les années précédentes. Pour ce qui est de salmonella,
On avait moins de cisola dans la viande de porc, donc on n'a pas présenté les résultats ici. Donc, on passe maintenant aux bovins par d'engraissement, donc la résistance aux antibiotiques. Dans l'ensemble, les nombres d'isola qui étaient entièrement sensibles a diminué à l'exception des E. coli qui étaient détectés dans la viande vendue au détail. Au niveau de la résistance non-sensibilité à la cipro, donc les proportions de colis sont restées qui étaient non sensibles sont restées stables. C'est intéressant de noter que la proportion de campylobacter résistants à la ciprofloxacine ont augmenté considérablement depuis 2019. Au niveau de la résistance à la ceftriaxone, donc la résistance pour les E. coli est restée stable et faible pour cet antibiotique. Donc, juste à noter que pour Salmonella, les nombres d'isola est quand même faible, donc il faut interpréter les résultats avec prudence. On regarde l'utilisation des antimicrobiens. Donc, l'utilisation d'antimicrobiens a augmenté de 13 depuis 2022. On remarque une augmentation des catégories 3 utilisées, donc une augmentation de 13 On a aussi remarqué une augmentation d'utilisation des catégories 2 et de catégorie 1 également, donc une augmentation de 31 Ce qui est de la multirésistance, les proportions de colis résistants, multirésistance, c'est resté stable ici dans les dernières années, tandis que les proportions pour Campylobacter ont augmenté un petit peu. Et pour ce qui est de salmonelle, c'est instable dû au faible nombre d'isola qu'on retrouve dans les échantillons de bovins. Pour Enterococcus, on a une augmentation significative de la résistance à la quiniprisine d'alphopristine chez les entérocoques, mais on n'a pas détecté d'entérocoque résistant à la vancomycine non plus. Donc, on a une augmentation de 14 des isolas résistants à quiniprisine d'alphopristine, donc qui est l'équivalent de la virginiamycine qui est utilisée de plus en plus au niveau des bovins. Pour ce qui est de la multirésistance, 66 des isolas étaient résistants à plus de 3 classes d'antibiotiques et les résistances les plus courantes étaient contre la lécomycine, tétracycline et la tylosine. Bovins laitiers, dans l'ensemble, les souches entièrement sensibles a augmenté ou est resté stable pour Salmonella. Au niveau de la résistance non-sensibilité à la ceftriaxone, la résistance est restée stable pour E. coli et Campylobacter. Et cette année, on a détecté 3 isolas qui étaient résistants à la colistine. Donc, la présence de résistance transmissible n'est pas encore confirmée, mais on travaille là-dessus au niveau moléculaire pour catégoriser ces isolas. Au niveau de l'utilisation des antimicrobiens, donc, une augmentation a été observée en 2021-2022, principalement due à l'utilisation des tétracyclines dans les aliments et dans l'eau. Au niveau de la multirésistance, pour ce qui est de colis, Campylobacter, c'est resté stable et faible. Pour ce qui est de Salmonella, c'est instable, encore une fois, dû au faible nombre d'isolas qu'on a détectés. Au niveau de la viande de bœuf haché, donc, semblable à ce qu'on observe à la ferme, donc la multirésistance est faible et stable depuis les dernières années. Pour Salmonella, il n'y a pas eu de test pour la détection de Salmonella, donc il n'y a pas de résultat. Si on regarde au niveau humain, donc pour tous les Salmonella, donc pour tous les sérotypes non typiques, donc la proportion d'isola qui était entièrement sensible était variable, mais a diminué en 2023. On a observé au niveau des isolas non sensibles à la ciprofloxacine, donc une augmentation depuis 2019. Pour ce qui est des sérotypes typiques, donc les proportions d'isolas entièrement sensibles étaient faibles et stables. Et pour ce qui est de la non-sensibilité à la ciprofloxacine, est extrêmement élevée, mais stable depuis les dernières années. Donc, si vous avez les différents sérotypes de salmonelle qui étaient multirésistants, donc résistants à plus de 3 classes, donc c'est quand même stable. Donc, les résistances étaient systémiques chez Salmonella Dublin et monophasiques, mais étaient faibles chez Enteritidis et Heidelberg. Au niveau de Campylobacter, donc évidemment, l'espèce prédominante était Campylobacter jejuni. La multirésistance était très faible et a diminué en 2022.
Pour ce qui est de la résistance à la ciprofloxacine, elle est restée stable, mais élevée. Pour ce qui est des isolats de Campylobacter coli, les normes étaient beaucoup plus faibles. Euh, Par exemple, la multirésistance était élevée et en croissance depuis 2022. Euh, Malgré qu'il y avait une diminution globale depuis 2018 de la résistance à la ciprofloxacine, on a observé une augmentation de 24% par rapport à 2021. Donc, les nouvelles composantes, là, au niveau des aliments pour animaux, donc, les isolats qui étaient résistants aux antimicrobiens étaient peu fréquents, mais on a quand même détecté chez certains salmonelles qui prenaient d'aliments et d'ingrédients pour aliments. Si on regarde au niveau des diagnostics des salmonelles chez les animaux, là, au niveau diagnostic, donc la proportion des isolats qui est entièrement sensible a augmenté ou est restée stable. Au niveau de la non-sensibilité à la ciprofloxacine, elle a augmenté chez les échantillons diagnostiques chez le poulet. Au niveau de la résistance à la ceftriaxone, la résistance est restée stable, mais quand même dans certains cas élevée, par exemple chez les bovins. Pour ce qui est de la multirésistance, donc la résistance a diminué ou est restée stable, mais encore une fois, dans certains cas, était élevée, donc chez le porc ou les bovins. Une nouvelle catégorisation, donc au niveau de l'environnement des animaux de consommation. Donc, on a trouvé peu de résistance aux antibiotiques de catégorie 1 et de multirésistance, donc en fait même de résistance élevée, donc on parle de plus de 5 classes, mais était quand même détecté dans les animaux de consommation, dans l'environnement des animaux de consommation. Donc, au niveau des eaux non traitées, donc on a commencé ces études-là en 2022 au Québec et en 2023 en Ontario. Donc, on a commencé les tests de résistance aux antibiotiques des E. coli en 2023. Donc, la multirésistance a été détectée dans 3% des isolats de E. coli, mais pas chez Salmonella et Campylobacter. On a trouvé une résistance à la Salmonella envers la tétracycline et on avait 4 isolats résistants à différentes classes d'antibiotiques. Au niveau des aliments vendus au détail, donc au niveau fruits de mer, donc nouvelles composantes. Donc, on a fait des aliments de colis, aéromonase et vibrio. Donc, on avait peu de résistance retrouvée dans ces isolats. Donc, on a détecté une résistance à la colistine dans un isolat d'aéromonase. Et il y avait 80% des isolats qui étaient entièrement sensibles. Au niveau vibrio, on avait 4 isolats qui étaient non sensibles à la ciprofloxacine et 16 isolats qui étaient entièrement sensibles. Donc, résultat préliminaire d'AMR-NET, donc au niveau des bovins, donc pour Manemia hemolytica et Pasteurella. Donc, on voit ici le pourcentage de non-sensibilité pour les antibiotiques là, pour ces bactéries-là. Donc, juste un rappel, donc, si vous voulez voir nos résultats, donc, vous pouvez consulter notre visualisation interactive là, pour le PICRA et vous pouvez assister aussi au PICRA. Vous pouvez visiter les PICRA pour plus d'informations.